Salut à tous les aventuriers, c'est Jonathan de la chaîne KL et Psycho. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le thème de la manipulation. On va voir comment ça fonctionne et les différentes techniques qui existent pour influencer les autres. D'autant plus que c'est sacrément utile dans un jeu comme koh où on passe notre temps à vivre en groupe et à prendre des décisions. Alors, la manipulation, comment ça marche ? Déjà, je vous propose de comprendre le fonctionnement de la manipulation. Ça fonctionne sur le principe de l'engagement. Faire prendre une décision à l'autre qui va l'emprisonner, car il aura le sentiment d'avoir pris cette décision librement. Donc la manipulation, ça vise à faire quelque chose à l'autre qu'il n'aurait pas fait tout seul. Et pour ça, il faut lui faire prendre une décision, et c'est cette décision qui sera le point de départ de notre emprise sur lui. Mais vraiment, ce qui est très important à comprendre, c'est que le choix doit venir de l'autre. Et en fait, la manipulation, c'est inciter l'autre à faire ce choix qu'il ne ferait pas tout seul. Vous allez mieux comprendre, je pense, quand je vais détailler les techniques et vous prendre des exemples à chaque fois. Alors là, quand on parle de manipulation, on est dans la psychologie pure et dure. On met juste en place un engrenage et on laisse l'être humain se faire piéger en lui donnant l'impression qu'il ne se fait pas piéger puisque c'est lui qui prend la décision. On parle à cette occasion d'effet de gel. Ça désigne la difficulté que connaissent les hommes à revenir sur une décision prise, à s'avouer à soi-même qu'on a fait une erreur. Notre décision, elle est gelée. Au contraire, l'homme a tendance à rationaliser a posteriori ses actes et ses décisions pour se donner raison, pour éviter les contradictions entre ses décisions. Vous allez voir, il y a plein d'expériences qui ont été menées sur ce sujet dans la psychologie sociale. Je vous ai mis dans la description le livre qui m'a servi de référence pour faire ma vidéo. Allez, on va commencer tout de suite. On va s'organiser comme ça. Je vous explique théoriquement la technique. Ensuite, je vous prends un exemple de la vie courante, une expérience menée par des scientifiques avec des chiffres à l'appui pour prouver l'efficacité de la technique. Et enfin, bien sûr, on verra ce que ça donne en application dans koh. Allez, on commence tout de suite avec la première technique qui s'appelle l'amorçage. L'amorçage, ça désigne le fait de faire prendre à l'autre une décision alors qu'on va lui cacher certains inconvénients ou qu'on va lui faire miroiter des avantages fictifs. Donc, l'amorçage, ça implique au minimum le fait de cacher la vérité, une partie de la vérité, ou alors carrément le fait de mentir. Un exemple de la vie courante, imaginez que vous êtes en voiture et là vous voyez une très jolie fille en train de faire de l'autostop. Vous allez vous arrêter sur le bas-côté, tout content pour la prendre, et là elle vient vous dire ceci. Merci beaucoup, c'est gentil de vous arrêter, mais je ne voyage pas seul, je suis avec 2 copains, je vais les chercher. Difficile de reculer et vous allez vous retrouver à voyager avec 3 personnes dans la voiture. Alors qu'à la base, si vous aviez eu toutes les informations d'entrée, vous ne vous seriez pas arrêté pour les prendre. Pour preuve scientifique de l'efficacité de la technique d'amorçage, je vous fais part d'une expérience suivante. Des expérimentateurs ont demandé à des étudiants de participer à une expérience programmée à 7 h du matin. Alors, dans un premier temps, ils ont fait l'expérience sans manipulation, c'est-à-dire en disant toute la vérité d'entrée de jeu. On appelle ça le groupe contrôle. Résultat, 31% des étudiants contactés ont accepté l'invitation. Ensuite, dans un deuxième temps, ils ont refait l'expérience en utilisant l'amorçage, c'est-à-dire en cachant que l'expérience se déroulait à 7 h du matin. Et une fois seulement que l'étudiant avait répondu « Oui, je veux participer à l'expérience », on lui disait « C'est bon alors, on peut prendre rendez-vous, ce sera à 7 h du matin, tu veux quel jour ?»
Là, on va appeler ça le groupe manipulé. Résultat des courses, 56% des étudiants contactés ont accepté de venir. Allez, pour illustrer l'amorçage dans Koh Lanta, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est la réunion des ambassadeurs de la saison 17, qui avait opposé Mathilde à Sandro. Sandro, aux ambassadeurs, il joue classiquement, en apparence. Ça veut dire qu'il fait croire à Mathilde qu'il ne veut pas éliminer de rouge pour des raisons évidentes. C'est son équipe, c'est ses alliés. Donc s'il élimine un rouge, il est perdant et peut même se faire détester. Ok, d'un point de vue de Mathilde, c'est imparable puisqu'elle est dans la même situation vis-à-vis de ses bleus. Sauf que, ce que Sandro se garde bien de dire, c'est qu'en réalité, l'élimination de Yacine ne le dérange pas du tout en fait. On retrouve bien ici l'amorçage. Il a caché volontairement une partie des informations à Mathilde. Grâce à ça, il obtient une première acceptation de la part de Mathilde sur l'élimination de Yacine. Évidemment, Mathilde saute sur l'occasion et l'élimination de Yacine va servir d'appât à Sandro pour obtenir le collier d'immunité de Mathilde. Ensuite, pour l'obtention justement du collier, il procède de la même façon. Il fait miroiter à Mathilde un avantage qui est qu'il va les rejoindre, joindre les bleus dans les votes des prochains conseils. Au final, on est plutôt ici en présence d'un espèce de double amorçage, mais pas totalement abouti, puisqu'à aucun moment Sandro n'avoue qu'il a caché la vérité. Mathilde ne se rendra compte de tout ça qu'après. Et par rapport à cette histoire de collier, pour bien insister et comprendre ce que j'avais expliqué en début de vidéo, on va imaginer deux scénarios. Imaginez le scénario suivant. Sandro dit à Mathilde « Ok, je change de camp, mais en échange, tu me donnes ton collier. » Et je vous écris à côté une autre situation où le dialogue serait plutôt celui-ci. Sandro qui dit « Ok, je veux bien changer de camp, mais en échange, tu proposes quoi ?» Et Mathilde répond « Bah, je peux te passer mon collier si tu veux. » Alors, dans le scénario 1, c'est Sandro qui impose la décision à Mathilde. Dans le deuxième cas, c'est Mathilde qui prend la décision. Alors, dans la vraie vie, je dirais qu'il s'est passé un compromis, on était un peu entre les deux. C'est Sandro le premier qui parle du collier et qui demande une protection, mais il l'a fait sous forme de monologue, il parlait en général et pas directement à Mathilde. Et c'est Mathilde derrière qui lui propose son collier sous l'incitation indirecte de Sandro. Et en fait, la manipulation, c'est le deuxième scénario. Ce deuxième scénario, il va être énormément plus efficace que le premier. Pourquoi ? Parce que Mathilde, elle a un sentiment de liberté, puisque c'est elle qui propose de donner son collier. Dans le premier cas, même si on le dit très gentiment, avec les bons mots, il y a moins de chances qu'une fois arrivée sur le camp, Mathilde donne réellement son collier. Elle ne se sent pas engagée, car ce n'est pas d'elle-même que vient la décision. Et ça va même plus loin que ça. L'utilisation du premier scénario, le fait d'être rentre-dedans comme ça, ou d'être dans l'abus de pouvoir si on en a, ça va être contre-productif. En fait, le système de punition-récompense, c'est désengageant. Parce que la personne ne le fait pas de son plein gré, elle va le faire sous pression. En plus, ce genre d'attitude, ça pousse l'autre à la rébellion, à carrément ne pas faire ce qu'on lui demande pour éviter le sentiment désagréable d'être contrôlé par autrui. Donc, vouloir qu'autrui fasse quelque chose en le punissant ou en le récompensant via des menaces ou des avantages, il n'y a rien de pire en fait pour motiver quelqu'un. L'objectif de la manipulation, c'est d'instaurer le cadre et de laisser l'autre se soumettre librement. Encore une fois, le plus important, c'est le sentiment de liberté. Plus la personne se sent libre, plus elle est engagée, et plus elle est engagée, plus elle est manipulable. Allez, maintenant on va passer à une deuxième technique qui s'appelle le pied dans la porte. C'est très simple à comprendre, cela consiste à demander peu pour ensuite demander beaucoup.
On va faire une première demande qui est peu coûteuse, toujours dans un contexte de libre choix pour faciliter l'engagement de la personne. Et ensuite, on fait une deuxième demande, beaucoup plus coûteuse, plus difficile à accepter. Et le fait de répondre positivement à la première demande, ça le met en condition, ça le met dans une démarche positive, et il y a plus de chances qu'il réponde également positivement à la deuxième demande. Dans la vie de tous les jours, imaginez qu'il n'y ait plus de pain à la maison. Vous demanderiez bien à monsieur d'aller en chercher, mais il va encore grogner parce que la boulangerie est à 10 minutes à pied. Alors, vous allez lui demander d'aller acheter le journal. Le kiosque n'étant qu'à 5 minutes de la maison, il peut bien faire l'effort d'y aller. Ensuite, dans un deuxième temps, quand il est en train de faire la queue au kiosque pour acheter le journal, vous lui envoyez un petit SMS pour lui dire « Bon, je viens de me rendre compte qu'il n'y a plus de pain. Tant que tu y es, si tu pouvais passer à la boulangerie, t'es qu'à 5 minutes. » Très difficile pour lui de refuser. Le tour est joué. Vous allez avoir votre pain. Et le journal. Mais bon, le journal, vous en avez rien à foutre. Et là, il y a plein de gens qui se rendent compte qu'ils se font avoir tous les dimanches matins comme ça. Maintenant, pour vous prouver l'efficacité de cette technique, je vous cite l'expérience la plus célèbre sur cette technique. C'était le fait de demander l'heure dans la rue avant de demander de l'argent. Dans une condition contrôle, l'expérimentateur demandait directement l'équivalent de 50 centimes aux passants. Résultat, 10% des passants acceptaient de donner la somme d'argent. Et ensuite, dans la condition manipulée, l'expérimentateur demandait l'heure avant de demander les 50 centimes. Résultat, 40% des passants donnaient la somme. Alors, c'est des résultats approximatifs ici, c'est pour ça que c'est des chiffres ronds. Bien, maintenant que tout le monde sait comment gagner de l'argent facilement, on va essayer de voir ce que ça peut donner dans Koh Lanta. On pourrait utiliser le pied dans la porte pour rallier des voix, tout simplement. Pour ça, au lieu d'aller discuter directement avec quelqu'un de stratégie, l'idée c'est d'aller le voir, lui demander des petites choses anodines qui va être facile à accepter, du style « Viens, on va se baigner » ou « Ça te dirait d'aller chercher du crabe ?» Et plus tard, dans la journée, on n'est pas obligé de le faire dans la foulée, on lui parlera des votes. Et même en fait, c'est important de ne pas le faire dans la foulée, sinon là, on pourrait croire qu'on l'invite à se baigner pour s'isoler juste à deux et lui parler de stratégie. Alors que non, pas du tout. Et aussi en plus, ce qui a été prouvé, c'est que l'efficacité du pied dans la porte demeure, même si le demandeur de la première requête n'est pas le même que celui de la demande finale. Donc une stratégie assez subtile qui permettrait d'éviter d'être jugé manipulateur, ce serait qu'une personne se charge du conditionnement en allant parler à celui qu'on essaye de rallier, et plus tard, une autre personne de l'alliance se charge de lui demander les faveurs de son vote. On pourrait aussi imaginer une première demande un peu plus lourde, donc a priori plus risquée, mais bon après ça dépend de la situation exacte, où on demandera à la personne son vote uniquement pour le prochain conseil. Et ensuite, à l'épisode d'après, on lui demande de rejoindre notre alliance pour le reste du jeu. Alors un exemple concret, il y a l'épisode 1 de la nouvelle édition. On a Philippe qui va parler à Laurence et il dit de lui-même « Je lui ai simplement dit « Est-ce que tu connais le vote des filles ?» Elle m'a dit « Oui ». Cette question, c'est la première requête, c'est l'acte préparatoire pour la deuxième requête. Bon, qui a été coupé au montage pour des raisons évidentes de suspense, mais dont le but était de rallier son vote pour qu'un garçon ne soit pas éliminé. Et ce fut finalement le cas, c'est Isabelle qui s'est fait éliminer. Allez, maintenant avec la prochaine technique, on va commencer à s'éloigner un petit peu de la théorie de l'engagement décrite jusqu'à présent. On va parler de la technique de la porte au nez. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit peu l'inverse du pied dans la porte. C'est le fait de faire une première demande, beaucoup trop coûteuse pour être acceptée, et d'enchaîner sur une deuxième requête plus raisonnable. La première requête sera refusée, mais c'est pas grave, son but est de faire croire que la deuxième est insignifiante. Quand on a deux propositions qui nous arrivent comme ça, on va procéder par comparaison
ça se fait naturellement, et grâce à la première requête qui est exorbitante, on va juger la deuxième acceptable. Je vous prends un exemple de la vie quotidienne. Imaginez que vous vous baladez avec votre fils dans une rue commerçante et il s'arrête devant une boutique et il vous dit « Papa, papa, tu peux m'acheter cette paire de chaussures? Elle est trop bien et en plus elle coûte que 200 euros. » Bon, là vous allez lui répondre « Pas question » et peut-être même que vous allez lui coller une baffe. Et quelques centaines de mètres plus loin, il va s'arrêter devant une autre devanture en vous demandant cette fois d'acheter une paire de chaussures qui coûte 50 euros. Cette fois-ci, vous allez vous dire qu'après tout, c'est abordable et vous allez l'acheter. Je vous livre maintenant l'expérience scientifique suivante avec, comme d'hab, une condition contrôle et une condition manipulée. Alors l'objectif de cette expérience, c'était de recruter des étudiants pour accompagner des jeunes délinquants à une sortie au zoo pendant 2 heures. Dans la condition contrôle, seulement 17% des étudiants interrogés ont accepté. Et dans une condition manipulée, les étudiants faisaient d'abord face à une première requête démesurée leur demandant d'être bénévoles 2 heures toutes les semaines pendant 2 ans dans un centre de détention pour jeunes délinquants. Donc là, on est d'accord, 100% des étudiants ont refusé, hein. Faut pas déconner, faut pas prendre les gens pour des cons. Et derrière, on leur formule la requête réellement voulue. Résultat, 50% d'acceptation. Ah, bah si en fait, il y en a qui sont cons. Donc avec la porte au nez, le taux est passé de 17 à 50% de réussite. Juste le petit défaut de la porte au nez par rapport au pied dans la porte, c'est qu'il faut faire les 2 demandes dans la foulée, sinon ça marche pas. Donc autant le pied dans la porte, ça résiste au temps, ça garde son efficacité jusqu'à 7 jours après, donc presque une semaine, autant la porte au nez, on ne peut pas attendre. En ce qui concerne Koh Lanta, je vais rester dans l'abstrait parce que j'ai cherché un peu mais j'ai pas trouvé d'exemple concret d'utilisation de porte au nez dans l'histoire du jeu. Si vous en avez des exemples, vous pouvez les mettre dans les commentaires, ce serait sympa. En attendant, j'ai fait marcher mon imagination. C'est une technique qu'on pourrait utiliser de cette manière-là. Donne-moi ton collier. Non, ok, je comprends. Mais au moins, ne vote pas pour moi, s'il te plaît. Voilà, ou sinon, si on s'écarte un peu des éliminations, on peut manipuler aussi pour se rendre l'aventure plus belle en participant aux récompenses des conforts. On pourrait dire à quelqu'un qui est fort en épreuve, à chaque fois que tu gagnes un confort à partager, tu me choisis. Non, je rigole, mais prends-moi au moins une fois, quoi. Allez, on continue, on passe maintenant à des techniques qui vont influencer le contexte de la requête pour faciliter une acceptation. On commence avec le toucher. Alors le toucher, tout est dans le nom, hein. Il s'agit en fait d'avoir un contact physique avec la personne au moment de formuler sa demande. Comme il n'y a rien à comprendre ici, je vais passer directement à l'exemple scientifique. Je vous livre une expérience qui a été faite à l'époque où les cabines téléphoniques existaient encore. L'expérimentateur faisait exprès d'oublier quelques pièces de monnaie dans la cabine. Les utilisateurs d'après ne se gênaient pas pour prendre les sous et ils étaient interpellés quelques mètres plus loin en sortant de la cabine. Dans un groupe contrôle, il y avait une simple demande verbale. N'auriez-vous pas trouvé les quelques pièces de monnaie que j'ai laissées sur la tablette de la cabine? Et dans un groupe manipulé, la même demande était faite avec un toucher. L'expérimentateur touchait le bras pendant 1 à 2 secondes. Résultat, 63% de restitution dans le groupe contrôle contre 93% avec le toucher. Pour illustrer ça dans Koh Lanta, je vais reprendre Philippe dans la nouvelle édition. C'est le même épisode que tout à l'heure, mais c'est un peu avant. Il fallait donc trouver une voix féminine pour sauver les garçons, et à un moment donné, Philippe tente un rapprochement avec Sarah. Il lui dit ceci en pratiquant le toucher. « Si tu ne te sens pas bien avec les filles,
tu peux venir avec nous, tu te sentiras super bien. Tu peux venir avec les 5 garçons, tu seras super bien accueilli. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas marché, et c'est l'occasion pour moi de rappeler que tout est affaire de probabilité. Les techniques de manipulation ne permettent que d'augmenter les chances de succès, mais ne le garantissent pas. Il existe encore plein d'autres techniques de manipulation. Cette vidéo n'est pas du tout exhaustive, hein. Je vous ai présenté que les techniques les plus courantes. Et j'ai envie de terminer la vidéo en vous présentant encore une technique qui influence le contexte de la requête, l'étiquetage. L'étiquetage, c'est très simple. Ça consiste à associer la personne avec des caractéristiques positives par des compliments en général. Ça permet de créer une humeur positive et de faciliter son acceptation. Évidemment, l'étiquetage doit être en lien avec ce qu'on cherche à obtenir. Si on cherche de l'aide, ça sert à rien de dire à l'autre qu'il est intelligent. Je vous livre une expérience scientifique sur l'étiquetage. Ça se passe sur un marché à Aix-en-Provence. Un expérimentateur se faisait passer pour un touriste et demande à un passant de l'aider à se repérer sur un plan de la ville. Une fois le service obtenu, il lui dit « J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de bien comme vous ». Ensuite, le passant continue à faire son marché et il y a un deuxième expérimentateur qui va aller lui donner un billet de banque en lui disant « Tenez, je crois que vous avez oublié ce billet ». Alors que c'est pas vrai, hein, bien sûr. Alors ici, déjà, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué qu'en réalité, on a une imbrication de deux techniques de manipulation. Il y a un étiquetage, mais aussi on a un pied dans la porte. Sauf que, contrairement à tout à l'heure, c'est un pied dans la porte implicite. Il n'y a pas de demande concrète. Bref. Donc, en termes de résultats, il y a 3 chiffres à retenir cette fois. Il y a un groupe contrôle, c'est-à-dire sans l'histoire du touriste juste avant. Il y a un groupe manipulé 1, où il n'y a eu que le pied dans la porte, et une fois le service obtenu, le touriste disait juste « merci, bonne journée ». Et enfin, on a le groupe manipulé 2, avec le pied dans la porte, plus l'étiquetage de la part du touriste. Dans le groupe contrôle, seulement 8% des gens sont honnêtes et refusent le billet. Dans le groupe manipulé 1, 40% des gens refusent le billet. Donc là, on voit bien toute l'efficacité du pied dans la porte, mais ça on savait déjà. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le résultat du groupe manipulé 2, donc avec l'étiquetage en plus. Et là, le taux monte à 68%. Le taux passe donc de 40% à 68% avec une simple phrase. En exemple pour Koh Lanta, ce sera un exemple de la même nature que l'expérience scientifique. Je vais reprendre la discussion entre Philippe et Laurence à l'épisode 1 de la nouvelle édition. En plus du pied dans la porte qu'on a déjà vu, Philippe a fait aussi un étiquetage en disant « Je sais que je peux compter sur toi, j'ai confiance en toi ». Donc là, il catalogue Laurence comme quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable. Et au passage, technique de manipulation a priori extrêmement efficace sur les Enéatypes 2 qui, de par leur passion d'orgueil, adorent être flattés. Bien, voilà, on va arrêter là. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres techniques, hein. La vidéo elle pourrait facilement durer 1 heure de plus. Comme par exemple le leurre, le pied dans la bouche, le pied dans la mémoire, la crainte puis soulagement, le mais vous êtes libre de, le ce n'est pas tout. Et on n'oubliera pas les influences subliminales et encore d'autres trucs que j'ai oubliés ou que je connais pas. Alors, pour reprendre le dernier exemple que j'ai pris sur l'étiquetage, vous comprenez que pour augmenter l'efficacité, on peut s'amuser à mélanger les techniques de manipulation. S'il y a une cohérence dans tout ce qu'on dit, ça aboutit à des techniques de manipulation complexes qui peuvent devenir très redoutables. Et c'est ce que font les commerciaux en fait, hein. Quand vous sortez du train pour aller prendre le métro et qu'il y a un commercial qui vient vers vous en vous attrapant le bras
pour vous demander mais tu viens d'où? Oh, de Bordeaux, mais c'est les plus généreux là-bas. Tu viens répondre 30 secondes à un petit questionnaire? Et blablabla, et blablabla, et un pied dans la porte par-ci, un étiquetage par-là, une crainte puis soulagement par-ci, un toucher par-là. Il mélange un peu tout en fait, bref. Et au bout du compte, vous avez dépensé 10 € pour un livre qui ne vous intéresse pas du tout. Alors aussi, la manipulation, c'est un mot qui est connoté négativement dans l'imaginaire collectif. Pourtant, les techniques de manipulation, en soi, elles sont amorales. Ça veut dire qu'elles sont ni bien ni mauvaises. On peut très bien utiliser les techniques de manipulation pour des causes nobles, par exemple en aidant des gens à essayer d'arrêter de fumer. À ce propos, une expérience avait été menée sur des étudiants qui avaient une grosse consommation de cigarettes, plus de 15 cigarettes par jour, dans laquelle ils avaient mis en place un grand système de manipulation complexe où ils avaient mélangé un double pied dans la porte avec un amorçage. Dans la condition contrôle, il y avait 4% des étudiants qui avaient accepté d'arrêter de fumer. Alors, c'était arrêter de fumer pendant 18 heures dans un premier temps. Dans la condition manipulée, le taux était monté à 91% d'étudiants qui ont arrêté de fumer. Alors, tout ça pour dire quoi? Que quand une manipulation est bien faite, de manière très sérieuse et très professionnelle, eh bien ça peut aboutir à des résultats qui sont presque effrayants. Finalement, on se rend compte que l'être humain est très facilement influençable. Aussi, dernière chose, la manipulation, c'est un processus psychologique qui va toucher l'inconscient. Le manipulé n'est pas censé se rendre compte qu'il est manipulé. À côté de ça, il existe d'autres formes d'influence, comme le chantage, l'abus de pouvoir, le fait de prendre quelqu'un par les sentiments. Tout ça, ce n'est pas considéré comme de la manipulation à proprement parler, puisque dans ces cas-là, on ne cache pas notre désir de contrôler l'autre. Bien, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous êtes libre de me laisser un pouce bleu et de me laisser une quinzaine de commentaires, je les lirai tous. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous conseille d'aller regarder juste une seule de mes autres vidéos, peu importe laquelle, je suis sûr que ça vous plaira. De toute façon, si vous êtes arrivé à la fin de celle-ci, c'est que vous êtes quelqu'un de curieux et d'ouvert d'esprit, donc je me fais pas de soucis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Maatane.